Bertrand Tavernier. Alors, on a beaucoup de choses à te demander. On commence sur le titre. Pourquoi voyage à travers et pas... il y avait beaucoup de possibilités. Pourquoi à travers le cinéma? D'abord, c'est pour donner un coup de chapeau à Martin Scorsese, qui a été un des premiers cinéastes à s'intéresser au cinéma du passé, et vraiment, moi je lui dois beaucoup, et parce que je trouvais que c'était un très bon titre, qui impliquait que c'était pas une histoire, surtout, c'est pas un film historique, c'est pas un film qui se veut qui est le point de vue d'un critique ou d'un historien, et donc c'est un voyage, c'est une promenade, c'est un vagabondage à travers des souvenirs, à travers des admirations que j'ai eues. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était un très bon titre. Et encore, tu as une carrière de cinéma de fiction, mais quand même tu as traversé plusieurs fois les documentaires. Est-ce que ce film, est-ce que tu avais en tête d'autres exemples de documentaires sur le cinéma? Quels étaient tes exemples? Tu as déjà cité Scorsese. Oui, non, j'ai pas vu, j'ai pas cherché à voir d'autres films, et j'en connais pas beaucoup. Mais à ton avis, quels sont les bons que tu as vus? Moi, je vois il y a eu quelquefois à la télévision française des gens qui ont réussi des portraits d'un cinéaste, des documentaires d'un cinéaste ou comme ça, mais sur, je sais pas, il y a Hubert Niogret a fait Duvivier, a fait Deux Coins, c'était assez intéressant. Il y a quelques films comme ça sur des cinéastes. Il y a j'ai le souvenir du film de Ken Jones sur Val Newton, ouais, et le film de Ken Jones sur les Hitchcock-Truffaut. Oui, il y a quelques films comme ça, mais je peux pas dire, je n'en ai vu aucun avant de commencer ce film. Parfois, je me suis servi de certains pour prendre des archives dans certaines choses qui ont été faites à une époque à la télévision française, plus maintenant, malheureusement, puisque maintenant le service public se désintéresse complètement du patrimoine. Voilà, voilà donc... Et justement, je reviens sur ça. Pourquoi maintenant? Parce que si tu veux, tu aurais pu faire ce film il y a pas mal d'années, ta connaissance sur le cinéma français c'est immense, on t'a écouté parler avec passion, intelligence, profondeur sur ça depuis longtemps, tu as fait des livres, pourquoi maintenant? Je crois qu'il faut du temps, je crois que le film est arrivé au moment où il fallait qu'il arrive. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est pas par hasard que les choses arrivent comme ça. Je pense pas que je l'aurais fait avant, j'en caressais l'idée de temps en temps, mais je voulais surtout faire tous les films de fiction que j'étais en train de faire, ou parfois les documentaires. Mais, alors c'est ça s'est un peu concrétisé quand je tournais un documentaire sur un quartier de la banlieue de Paris, que je tournais avec mon fils, qui est un film qui s'appelle De l'autre côté du périph', à mon avis qui ne s'est jamais joué en Italie. Je filmais qu'avec mon fils, on était une équipe de 2-3 personnes. C'était un film de réaction
que j'avais commencé comme un film de réaction sur des paroles d'un ministre qui avait décrété que les cinéastes ne connaissaient rien au problème de l'immigration, que quand on avait voté, on s'était opposé à un article de loi, c'était complètement scandaleux. Il a dit, vous devriez, pour connaître les problèmes de l'immigration, chacun de vous, passer au moins un mois dans une banlieue pour découvrir ce que c'est que les problèmes, au lieu de fréquenter le Fouquet's. En gros, sa vision du monde du cinéma était formidable parce que cette lettre qu'il a envoyée à 66 cinéastes, il y en avait 34 qui habitaient en banlieue, dans des cités. Et moi, j'étais le seul à prendre la commande au pied de la lettre et à aller et à passer d'abord ce qui devait être qu'un mois. Et puis finalement, j'ai passé un an dans la cité et où j'ai d'abord demandé aux gens de répondre à ce qu'avait dit le ministre. Puis après, plus progressivement, je me suis intéressé aux gens de la cité. Dans les gens de la cité, il y avait un ouvrier. Monsieur Olivier est un personnage qui m'a touché à un point inouï. Il avait l'air de sortir d'un film de Renoir, de La vie est à vous, du crime de Monsieur Lange. Il parlait du travail en usine, il parlait de sa vie d'ouvrier, du fait qu'il avait été stalinien. Et bon, on l'a filmé longuement, et puis le tournage durait, et 6-7 mois après, on décide de le refilmer pour lui poser des questions. Et là, on découvre qu'il est malade. Et le tournage est assez dramatique, parce qu'il pleure, il dit « Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour pouvoir voir la maison que je me suis achetée pour ma retraite. » Et quand on termine le tournage, il nous raccompagne à la porte, et là, il me prend dans ses bras et il me dit « Continuez à transmettre. » C'est un des trucs, c'est une des phrases les plus bouleversantes qu'on ait dit dans la vie. Que cet ouvrier qui n'était pas cinéphile, je ne sais pas, ait senti qu'il y avait quelque chose, et il me demande comme un souhait, la dernière, et il meurt 15 jours après. Et qu'ils me disent continuez à transmettre, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça, sur le type de film qu'il fallait faire, sur ce que je voulais faire. Et puis, je crois que ça a été la première racine. Je me suis dit, oui, ben, une des manières de transmettre, c'est de transmettre l'admiration que j'ai eue pour des gens qui sont venus avant moi, et de ne pas aborder ça comme un juge, comme un flic, comme un procureur, mais d'examiner ça comme quelqu'un qui a envie de dire merci merci à des gens, des cinéastes, des scénaristes, des compositeurs qui ont donné des grands moments de bonheur. Voilà. Donc voilà, c'était progressivement, il y a eu ça, et puis ça a pris beaucoup de temps parce que naïvement, je pensais que quand j'irais voir un détenteur de catalogue en lui disant j'ai une très bonne idée, ce serait de faire un film comme ça, qui soit pas universitaire, qui soit chaleureux, qui soit drôle, qui soit vivant, ça permettrait de montrer des extraits des films que vous possédez, donc de les faire reconnaître comme ça. Et là, j'ai attendu 1 an et demi pour même avoir un rendez-vous que je n'ai jamais eu. Les gens ne me recevant pas. Ce genre-là, ou si quand ils ont fini, il y a des gens qui appartenaient à cette compagnie nous ont reçus, ont producé pour nous dire on pense à faire un film en effet sur le cinéma français, mais on veut le confier à Martin Scorsese. Voilà. De s'entendre dire ça est un moment très sympathique, ça vous remet à votre juste place, comme ça. Martin Scorsese, que j'ai appelé le soir même, je l'ai appelé, je lui ai dit si tu es contacté, je te demande une chose, c'est de dire non, ça m'arrangerait. Il m'a dit évidemment.
Donc, et peut-être que l'humiliation a joué tout d'un coup dans le désir que il faut que je le fasse ce film. Il faut que j'arrive. Si finalement on pense qu'en France, à l'intérieur des gens qui possèdent le pouvoir, que seul Martin Scorsese est capable de parler du cinéma français, on va essayer de prouver que c'est pas complètement juste, quelle que soit l'admiration formidable que j'ai pour Martin Scorsese. Oui, c'est sûr que c'est un film d'amour. Et tu as dit une chose qui me touche beaucoup. Donc tu as proposé d'avoir une approche non universitaire. Oui. Et là, vu que aussi ce festival est fait dans le but de ne pas avoir une approche universitaire, j'aimerais bien que tu nous expliques cette affirmation. Oui, je ne sais pas, il y a des styles de livres qui sont universitaires, il y a des approches qui sont, comment dire, abstraites, qui ne prennent jamais en compte la chair, le sang, la passion qu'on peut mettre dans des films qui sort des films. Il y a des... alors on parle par école, on donne par étiquette, par assignateur. L'étiquette, les écoles, c'est le meilleur moyen souvent de ne pas comprendre le vrai sens des œuvres. Parce qu'on met dans la même boîte des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Quand on dit, quand on mettait tradition de la qualité, on mettait des tas de cinéastes dedans. Autant Lara n'a rien à voir dans ces films avec Delannoy, avec certains films de Delannoy. Duvivier ne se range pas là-dedans. Si on admet que tradition de la qualité, ça veut dire une certaine forme de savoir-faire technique qui passe avant la personnalité des gens qui ont fait le film, c'est pas le cas de Duvivier qui, dans ses grands films, est présent du premier au dernier plan. On sent sa présence, on sent ses choix dramatiques, on sent sa philosophie de la vie, on sent ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Idem pour Autant Lara. Donc c'est avec une étiquette, on étouffe. On peut, c'est un éteignoir, c'est une manière. Et c'est vrai que c'est une étiquette qui s'applique à des types de films. Il y en a qui sont tout à fait... mais on ne peut pas grouper des générations de cinéastes là-dessus. Parce que... Et je trouve qu'il y a une approche aussi qui est une approche où l'extérieur compte plus que la réalité. C'est d'abord très souvent dans des écrits universitaires, on prend en compte essentiellement ce qui a été écrit avant et qu'on ne vérifie pas si le film qu'on revoit là correspond à la manière dont il était perçu 20 ans avant. Et ça, moi, c'est une des premières choses où j'étais très très opposé à l'Institut Lumière, où on avait tout un type de plaquettes qui constituait à recréer la carrière d'un metteur en scène entièrement à travers des critiques de l'époque. Je disais, mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que certains critiques, dont certains ne sont pas forcément très bons, ont écrit à une époque. Ce que je veux savoir, c'est ce que pense la personne qui écrit le livre du film quand il le voit maintenant. Si ça le touche, si ça ne le touche pas, si ce film lui paraît démodé, pas démodé, etc. Et il y a toute une... c'est souvent difficile de parler de mise en scène dans ces études, de vraies de ce que de mise en scène, voire même de la complexité de l'écriture de scénario. Ça ne prend jamais en compte le fait qu'un film repose aussi sur des accidents, et que les accidents, c'est intéressant de voir comment un réalisateur va l'utiliser ou pas l'utiliser. Et ça parle beaucoup. Par exemple, Gréville, j'ai un moment, je raconte moi quelque chose qui m'a beaucoup touché en tant que cinéaste, que m'avait raconté plusieurs fois Gréville.
quand il rencontre Stroheim, qui était son dieu, hein, d'abord, commençons par éliminer un cliché. Les réalisateurs cinéphiles n'ont pas commencé avec la nouvelle vague. Il y a des générations de gens qui étaient des cinéphiles, qui écrivaient sur le cinéma. Gréville a écrit des articles sur Stroheim, sur John Crawford, sur King Vidor, sur comme ça. Ils écrivaient dans des revues, Pierre Chenal aussi, Jean Sacha aussi. J'avais trouvé, malheureusement l'Institut Lumière l'a perdu, tout le recueil des critiques de Sacha dans lequel il y avait des interviews de Rouben Mamoulian. Il y avait des interviews, il y avait un moment, quel est le plus grand metteur en scène américain de 1932? Un seul nom, Rouben Mamoulian. Et tout d'un coup, une page d'interview de Rouben Mamoulian. Donc les gens qui ont fait du cinéma, et Gréville faisait partie de ces gens. Et donc, enfin, il peut voir Stroheim. Et Stroheim lui dit, voilà, moi je suis très content de faire ce film, et dans ce film, moi je voudrais jouer un cul-de-jatte. Comme ça, qui serait que les gamins, ils seraient dans son petite voiture au 6e étage de l'hôtel du Panthéon, près du Panthéon, où il habite. C'est l'hôtel des grands hommes, entre parenthèses, pour les gens qui ont un peu d'amour de la littérature, cet hôtel où se situe cette histoire, c'est l'hôtel où André Breton et Philippe Soupeau ont écrit Les Champs magnétiques, qui est le fondement du surréalisme. C'est donc un hôtel qui est lié au départ avec un mouvement littéraire que connaissait très bien Gréville. Il n'a pas choisi au hasard. Et moi tout de suite, je m'identifie à Gréville, tête d'un metteur en scène à qui on dit « votre personnage va être un cul-de-jatte ». Ce qui est terrible, parce que les positions de caméra, c'est tout doit être vu d'en bas. Quand on fait les contre-champs sur les gens qui regardent, ça va impliquer un tournage très très difficile. Et là, il a l'idée géniale de dire, mais moi, non, je pense que j'ai une meilleure idée, c'est que tu aies un visage coupé en deux par un masque, parce que la moitié de ton visage a été détruit par la guerre, la Première Guerre mondiale. Donc tu as le visage ravagé, qui est caché, et un visage normal, qui est le visage de la paix. C'est le masque de Janus. Ça fait un visage symbolique entre la paix et la guerre. Et moi, du coup, le metteur en scène qui arrive à contrecarrer l'idée d'un acteur en ayant cette trouvaille, j'ai une grande admiration pour lui. Je me dis, il s'est sorti d'un pépin avec le type qui voulait jouer dans cette petite voiture. Dans les escaliers et tout, on peut imaginer tout le tournage, les problèmes qui seraient posés au tournage. Et voilà, ça me rend Gréville très, très sympathique qu'il ait répondu par cette idée, qui est en plus une idée délirante et belle. Comment tu as, parce que le thème est immense, tu as choisi une voie très personnelle, mais comment tu es arrivé à écrire la structure de ces films? Ça a été un cauchemar, mais un cauchemar en même temps excitant. Il y a un début qui n'a jamais changé. Je voulais commencer par le fait que j'avais été envoyé dans un sanatorium pour tuberculose et que c'est là où j'ai retenu les premières images d'un film à l'âge de 6 ans. Là, donc, quand j'ai commencé à écrire, d'abord, écrire un scénario d'un documentaire est une absurdité. Puisque c'est toujours ce que disait Marcel Ophuls, il disait c'est même pas seulement absurde, c'est une fraude, c'est une tromperie, parce qu'on sait très bien que le film risque parfois d'être le contraire du scénario, selon ce qu'on trouvera, selon le montage qu'on fera, selon les documents, selon la manière dont le film bougera. Mais néanmoins, quand on veut demander des aides ou qu'on veut solliciter l'appui d'une maison de production, il faut écrire le scénario d'un documentaire. Donc ce scénario commençait toujours par l'enfance, Lyon, et ça. Et après, il y a eu je passais après
à la découverte Donc je me disais, si je commence par Dernier Atout, il faut que j'enchaîne avec Becker. Ça a toujours été le début que je voyais. À partir de là, on a pris des pistes, puis il y en a certaines qu'on a abandonnées. J'ai essayé de garder une liberté de ton, d'abord, de passer d'un metteur en scène connu à des films beaucoup moins connus, pour avoir une variété d'approches, de ne pas dire la même chose, de pas... Et progressivement, on peut dire que la dramaturgie du film a pris corps et qu'elle a imposé certaines choses. Et on a vu qu'il y avait des metteurs en scène qu'on ne pouvait plus inclure dans cette dramaturgie. J'ai pas réussi à mettre Duvivier dedans, ou Crémieux. J'arrivais pas, ou alors il fallait remplacer, par exemple, Carnet par Crémieux. Mais l'avantage de Carnet, c'est que j'avais des témoignages de première main de plusieurs personnes qui avaient travaillé avec Carnet. J'avais rencontré Prévert longuement. J'avais parlé énormément de fois avec Orange, qui était un peu oublié, le co-scénariste d'Hôtel du Nord, et qui m'avait raconté. Et j'avais travaillé avec Troner, qui a fait tous les décors des films de Carnet, et qui m'avait raconté des... Donc j'étais nourri par des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Aucune étude critique de Carnet ne prend en compte le fait que Troner, quand il lit le scénario de Prévert, dit « l'action devrait se passer, Gabin il doit vivre au 5e étage et pas au 1er ». Ce qui est non seulement une idée de décorateur, mais c'est une idée de dramaturge, parce que ça change l'émotion, la tonalité du film. Et ça, je trouve ça, moi, ça m'intéresse énormément de montrer ça. De montrer comment il y avait une symbiose entre Prévert, Troner, Carnet, qui fait qu'un décorateur va amener une idée qui est une formidable idée scénaristique et qui va donner au film un poids et un lyrisme extraordinaire. Alors voilà, petit à petit, il y a des films qui ont sauté, donc parce qu'il n'y avait pas de droit, parce qu'ils n'étaient pas restaurés, parce qu'on n'arrivait pas à trouver les endroits. Moi, je donnais une toute petite anecdote, j'avais envie, au départ, pour dire les films que je voyais dans les cinémas de quartier, comme ça, quand j'étais très jeune, de parler d'un film que vous connaissez certainement, qui s'appelle Pas de coup dur pour Johnny, de Mick Roussel, avec Armand Mestral et Dominique Willis, qui est un petit policier, pas mal filmé pendant tout le début. Mick Roussel, et avec une séquence désopilante, à un moment, involontairement, où Armand Mestral, qui joue un gangster recherché par la police et qui aide un jeune garçon, ils sont réfugiés dans un train la nuit, la police les recherche, et le jeune garçon a peur, et Armand Mestral, avec une vraisemblance prodigieuse, lui chante une berceuse. Si tous les enfants pleuraient, comme ça, formidable. Moment, c'était très payant dans le montage. Malheureusement, pas de matériel, et Mick Roussel était quelqu'un qui m'intriguait, il a fait que 2 films. Quelqu'un qui m'intriguait parce que quand Gérard Blin fait son premier film, Les Amis, il lui dédie son film. À Mick Roussel. Il y a ça. Et d'autre part, je tombe sur une critique de Truffaut, dans Art, le 2e film de Mick Roussel, qui s'appelle Le désir mène les hommes. Truffaut descend le scénario, il dit que le scénario est le dialogue, mais il dit question de mise en scène. Dans le cadre, les recadrages, les mouvements d'appareil, Mick Roussel, le travail de Mick Roussel est supérieur à celui de Becker, Decoing, Clouzot, Vadim, Delannoy. Il nomme 12 metteurs en scène. Et il dit, on peut dire que son travail égale celui d'un Henri Hathaway. Mick Roussel, critique de Truffaut,
jamais cité par les admirateurs de Truffaut, ce film. Mais, un film impossible à voir, pas de matériel, et moi ça m'amusait follement de tout d'un coup d'évoquer un film qui est mieux que Becker, que De Coin, que Clouzot, dans la mise en scène, ben voilà, j'ai dû abandonner ça. Alors le film vient de sortir en DVD chez René Château, il y a 10 jours. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez. Ce film-là vient de sortir. Voilà, donc j'ai eu comme ça des problèmes, d'autres problèmes de montage, purement avec mon ami Guy Lecorne qui a fait un travail de montage génial. C'est un génial monteur, Guy Lecorne. J'avais travaillé avec lui sur Quai d'Orsay et j'avais adoré travailler avec lui. Et là, c'était quelqu'un qui apportait des idées, qui était enthousiaste, qui découvrait les films. Et c'est la découverte de certains films. Mais on s'aperçoit de certaines choses. Quand je dis que je voyais dans les cinémas, à l'époque, des films très différents, des courts-métrages, par exemple de René, je voyais Nuit et brouillard. On a essayé de monter un extrait de Nuit et brouillard. Après, vous ne pouvez plus rien mettre. Il n'y a rien qui passe après. Rien. Ça arrête le film. Il faut arrêter. Il ne faut rien dire après, il faut dire on a terminé, le film est désolé. Donc on nomme le film, on nomme les courts-métrages, mais on ne peut pas le montrer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de spécial peut-être de faire sur René. Et là, à l'intérieur de ça, ce serait possible, mais dans un montage de diverses œuvres, si vous montez un bout de Nuit et brouillard, le reste, vous ne pouvez rien passer. Rien passer. On tombait, je ne sais pas, on montait après un truc des 400 coups, ça n'existait plus. Les films n'existaient plus après Nuit et brouillard. Donc on a décidé, pour ça, d'essayer, on verra si dans la série qui vient, je peux arriver à remettre ça, mais c'est un film très difficile à mettre en extrait. Très très difficile à monter comme extrait parce que ça par la puissance de ce que ça dit, ça bousille tout ce qu'il y a autour. C'est en ça que vous voyez aussi la force insensée du film. Cette dimension, en effet, c'est ton regard, c'est ton voyage personnel, intime, et en effet, tu fais ressortir de l'ombre, tu fais sortir, tu mets devant la caméra, le metteur en scène, les personnes que tu as connues, les artistes, et tu lui redonnes aussi une dimension humaine et personnelle. Et le Gabin qui dit la phrase sur Renoir, c'est, je trouve vraiment l'approche du film, redonner une dimension humaine aux gens qui ont fait le cinéma français. Mais je trouve que ça explique beaucoup de choses. Ça n'enlève absolument rien à l'admiration que j'ai pour Renoir. Et qu'on voit très bien dans les films. J'ai pour Renoir. Mais c'est vrai que, à un moment, l'auteurisme, en France, l'auteurisme a été utile parce que ça a révélé des metteurs en scène, mais à un moment, c'était poussé à un point que les gens qu'on défendait ne pouvaient jamais, ils n'avaient jamais un point faible, un truc. Et je me souviens que quand Henri Janson avait écrit ses mémoires, il avait dit plusieurs choses. Il avait dit, à côté de choses très admiratives pour La Chienne, pour Le Crime de Monsieur Lange, pour un certain nombre de films de Renoir, La Bête humaine. Alors lui, il disait, c'est comme dans la peinture, il y a des vrais Renoirs et des faux Renoirs. Un faux Renoir, le faux Renoir, c'est celui qui va en Italie travailler avec les fascistes. Le vrai Renoir, c'est celui qui fait Le Crime de Monsieur Lange avec Prévert, ou qui fait La Chienne, ou qui fait la Bête humaine, ou La Grande Illusion. Mais il avait parlé des déclarations antisémites de Renoir,
des prises de position antisémites de Renoir en 40. Et il y avait eu, dans la presse cinéphile, dans les revues de cinéma, des insultes contre Janson, ce salopard, cet ignoble personne, comment il ose dire des choses sur Renoir, c'est évidemment entièrement faux. Des articles de mon ami Claude Bailly qui était disant comment ce menteur. Or, hélas, la correspondance de Renoir qui a été publiée montre qu'il y a 2-3 lettres extraordinairement embarrassantes. Mais elles sont plus qu'embarrassantes. Elles sont de dire qu'il faut se débarrasser de la racaille à l'époque où le gouvernement publie les lois anti-juives de Pétain, c'est quand même quelque chose qui est... C'est suffisamment grave pour que aucun autre cinéaste français n'a écrit Jean de Metz, en tous les cas dans cette période. Aucun. Surtout pas René Clair, surtout pas Duvivier, surtout pas tout un certain nombre de cinéastes. Alors, certains avaient quitté la France, là, mais surtout pas Grémillon. Aucun n'a eu ça. C'est donc qu'il y a quand même quelque chose là qui est là, et qui fait que je pense que Gabin avait une forme de vrai patriotisme en lui. Et que je crois qu'il ne l'a jamais pardonné à Renoir. Et le livre de Pascal Mérigeau montre que, contrairement à ce qui avait été écrit, les retrouvailles sur French Cancan ne sont pas chaleureuses. Que Gabin fera magnifiquement son travail, qu'il aimera travailler techniquement avec Renoir, mais il ne se retrouve pas. Il y a un truc que Gabin n'a jamais accepté. Parce que lui, Gabin, il a risqué sa vie. Lui, Gabin, il a fait la guerre. Il est allé, il a fait la campagne d'Italie, il a fait la campagne de France. Il est allé jusqu'en Allemagne. Il a quitté sa carrière et à un moment où ça marchait très très bien et où on lui faisait des propositions formidables pour qu'il reste. Que d'autre part, les mémoires de Curtis Bernard, mon ami Jean-Olé Laprude m'a montré un passage où on dit que quand Kurt Bernard, à l'époque, tourne le tunnel, les gens de la Gestapo viennent pour lui demander à ce qu'il soit interrogé parce qu'il est juif. Et chaque fois qu'ils viennent, que les policiers viennent, Gabin fait demander à l'ambassadeur de France de venir, d'arriver sur le plateau et d'empêcher que Kurt Bernard soit pris par les policiers. Et il le fera 3 ou 4 fois pendant le tournage, et Bernard disait « c'est Jean Gabin qui m'a sauvé la vie ». Donc, il y avait un engagement de Gabin à cette époque dans l'histoire qui fait que je pense qu'il a du mal à accepter la conduite d'un homme qu'il admire par-dessus tout. Il a une admiration inouïe pour Renoir. Ben, je voulais montrer cette complexité. Ça m'intéressait d'évoquer ce rapport. Et je trouve que la phrase que dit Gabin, moi je la trouve très très belle et très révélatrice aussi de Gabin. C'est dit, quand on est le fils d'Auguste Renoir, on ne se fait pas naturaliser américain. Je trouve que ça traduit quelque chose qui peut paraître démodé maintenant, que moi je trouve assez admirable, et qui explique beaucoup de choses des interprétations de Gabin. Beaucoup de choses. Il allait jusqu'à dire qu'il refusait, moi quand j'étais à l'école, il refusait d'aller aux États-Unis. On lui avait proposé, comme il disait, The Selznick Award, et il refusait d'aller aux États-Unis pour recevoir. Il ne voulait pas recevoir une décoration américaine qui réponde en anglais après ce qu'avait fait Universal. Il lui avait fait payer son contrat, il est obligé de racheter. Il dit je ne veux pas aller saluer les Américains après ce qu'ils m'ont fait.
C'était assez marrant, ça. C'est une prise de position. Vernier, je ne veux pas aller chercher le Selznick Award. Et pourtant, c'est un film. C'est un film plein d'émotions, qui même des gens qui ne connaissent rien de l'histoire du cinéma peuvent voir, parce que c'est un film. Et je trouve la découverte de la musique, de l'importance de la musique, c'est très fort, et seulement le cinéma pouvait raconter oui. ça. Mais d'ailleurs, personne dans les histoires du cinéma, personne ne parle des... Mais on ne peut pas écrire ça. Oui, mais enfin, on peut écrire le rapport entre, le rapport entre Jaubert, les lettres, les rapports entre Jaubert et Vigo, entre... Il y a une correspondance et des textes de Jaubert qui sont magnifiques, qu'on ne voit pas publiés, qui sont très rarement publiés. La défense de Kurzweil par Jaubert, c'est un texte qui dit beaucoup de choses sur les musiques qu'écrit Jaubert pour les films comme justement comme La Talente, comme Le Jour se lève. Non, les musiciens de films, mais moi, là, mais ça prolonge mes films. Dans mes films, la musique, j'y attache une importance absolument primordiale. Et je veux dire honnêtement, j'ai tout le temps eu des partitions extrêmement fortes et extrêmement belles. Et là, je voulais vraiment rendre hommage à une partie, mais de gens qui sont jamais cités. Est-ce qu'un jour, vous aurez le nom de Jacques Ibert, et pourtant Jacques Ibert, il était tellement suffisamment respecté pour que Orson Welles pense à lui pour lui demander d'écrire la musique de Macbeth. Donc, je pense que ce serait intéressant d'aller écouter les partitions que faisait Ibert pour Maurice Tourneur, qui va faire pour Duvivier, qui va faire pour un certain nombre de films importants, parce que c'est un très très grand compositeur, et dont la fin a été, quand je l'évoquerai, ça ce sera un petit détail amusant à évoquer, que quand il était très âgé, il était à la tête de la Villa Médicis à Rome, qu'un jour le général de Gaulle vient inaugurer, je sais pas, une exposition, il est donc accueilli par un Jacques Ibert qui devient très très vieux. Ils s'embrassent, accolade, et Jacques Ibert s'endort dans les bras du général de Gaulle. Oui, je trouve scène admirable. Hein, c'est une scène, il a été viré 2 jours après. Mais je trouve qu'il s'endort dans les bras de Gaulle, qui est la dernière personne à qui il fallait faire ça, parce que ça a dû être comme une poule qui avait trouvé un couteau. Il ne savait pas quoi faire avec un mec qui dort dans ses bras. Je trouve que c'est la fin rien que cette fin de ce compositeur mérite qu'on ait envie d'écouter avant la musique qu'il a écrite. Voilà. Ça fait partie des choses qui m'amusent énormément, et d'un seul coup, j'y vois une scène de film, une scène de comédie absolument formidable. La thèse du film, c'est que le cinéma soit un art collectif, et comme tu as dit... oui, mais dont le metteur en scène est quand même la personne qui va... Même quand les collaborateurs lui nient des talents dans certaines choses, c'est un art collectif, et je trouve qu'il faut dire ce qu'ont apporté certains scénaristes, qu'ont apporté certains scénaristes qui se mêlaient aussi du choix des acteurs. Il faut bien voir que dans les films de Carnet écrits par Prévert choisit tous les acteurs. Que le choix de certains acteurs de chez Lara, de La Traversée de Paris, le choix de Bourvil et Gabin, c'est Orange et Bost. C'est pas Lara, c'est pas le metteur en scène. Mais néanmoins, à la fin, ça devient un film d'un metteur en scène. Et Carnet finit par s'emparer de ces films et à y mettre quelque chose qui, sans lui, n'existerait pas. Et cinéma art collectif, ça veut dire aussi que si le cinéma français aujourd'hui existe, c'est aussi grâce au fait qu'il y a eu un passé important, des batailles importantes. Oui, parce que ces gens-là aussi se sont battus
à chaque fois, c'était des batailles énormes contre les producteurs, certains de ces films. Alors, sur des tas de plans, un des cinéastes qui s'est le plus battu pour le contrôle des réalisateurs sur ces films, c'est Duvivier. Duvivier se battait avec les exploitants qui coupaient dans les copies. Et Duvivier a écrit plusieurs lettres magnifiques en expliquant ce que c'est qu'une œuvre cinématographique. Et qu'on ne peut pas l'amputer comme ça, par un caprice, par un truc de censure. Autant Lara menacera de procès le producteur Paul Gretz, qui veut remonter le diable au corps, qui veut couper les flashbacks, et il ira même jusqu'à dire qu'il le menace de fomenter une grève générale dans les studios si jamais le montage est abîmé. Et après, pendant 3 ans, il ne tournera pas. Il n'aura aucune proposition. Et Orange me racontait que Lara, qui avait un côté, avec sa méchanceté, sa hargne, tout ça, qui avait un côté ingénu, pense que si on ne lui fait pas de proposition, c'est parce qu'il a dépassé sur le budget du Diable au corps, qu'il a beaucoup dépassé. Il n'arrive pas à se dire que le fait de menacer un producteur d'un procès, d'une grève générale, fait qu'il est blacklisté par les autres producteurs. Et donc il se dit, à partir de là, je ne dépasserai jamais plus sur mes films, tout sera préparé, tous les plans seront dessinés, avec Max Douy, je ferai tous les cadrages, tous les angles seront dessinés. Il m'expliquait, jeudi, je tourne à 10h, c'est le plan numéro 44, c'est un travelling de 14 mètres, les gens marchent et ils s'arrêtent après 14 mètres. Et je lui disais, s'ils veulent marcher plus, ils ne marchent pas plus. Bon. Et d'un seul coup, si on peut penser que ces films se rigidifient un peu avec ce truc qui est lié au fait qu'ils n'arrivent pas à interpréter pourquoi ils ne travaillent plus. Ce sont des choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Ah, mais c'est vrai que beaucoup de ces cinéastes se sont battus. Grémillon, dit Charles Spack, n'a pas pu tourner la moitié des films qu'il aurait dû tourner, parce qu'il était très souvent en guerre contre les producteurs, contre ce que les producteurs avaient, contre le fait qu'ils manipulaient le montage. Tous ces gens-là se sont battus pour que, et finalement, nous maintenant, et la génération d'avant moi déjà, on avait droit au montage de notre film parce qu'il y a eu ces gens-là. Et donc il faut leur avoir un tout petit peu de reconnaissance, je trouve, car c'est grâce à eux qu'il y a eu, qu'ils ont pris des risques, que certains ont eu des carrières sans doute écourtées. Les engagements syndicaux de Grémillon ont dû lui coûter au moins 2 films. Je me demande si les poids, parce que c'est un film dans lequel il y a surtout des hommes, il y a surtout des grandes figures, Gabin, Noir, mais est-ce que le cinéma français, ça a été un cinéma surtout d'hommes, ou est-ce qu'ils vont venir, les filles vont venir dans les prochains épisodes? Mais c'est une horreur, parce que maintenant on vit dans un tel climat de politiquement correct, dès que vous évoquez des hommes, vous dites « Ah, ben pourquoi il n'y a pas de femmes ?» Donc, pendant longtemps, je me disais « Il faut que je trouve une actrice qui réponde à Gabin. » Et il y en a. Danielle Darieux est une actrice qui a été aussi géniale dans son genre que Gabin. Elle a été géniale tout le temps. Depuis le moment où elle a 16 ans, là, elle est formidable. Depuis des comédies, des films bouffes, des films, des opérettes où elle chante de manière sublime, jusqu'à des films très dramatiques, dans certains films comme le génial Retour à l'aube de Henri Decoing. Elle a toutes ses couleurs. Elle a toutes ses couleurs et elle termine dans des scènes de crise de nerfs, de violence. Paul Vicali, qui est un amoureux d'elle, dit que aucune actrice américaine de l'époque n'arrive à sa cheville dans toutes ces scènes-là. C'est peut-être un poil exagéré, mais c'est vrai que Darieux... Mais la différence entre Darieux et Gabin, c'est que Darieux n'a été qu'une interprète.
Elle attendait qu'on lui propose un rôle, elle n'intervenait jamais, elle acceptait tout. Gabin, il est initiateur de beaucoup de projets. Il est au départ, il achète des droits. Il met son salaire en participation, il coproduit des films. Il n'y a pas aucune actrice qui est comme ça. Donc je ne peux pas arriver à trouver d'équivalent. Mais il y aura dans la série un passage sur les réalisatrices femmes, et qui ont été longtemps aussi très, très méprisées par la critique. Quelqu'un comme Jacqueline Audry a été entièrement défoncé. Or, il y a 2 ou 3 de ces films que déjà Jacques Lourcel avait réhabilité dans son dictionnaire du cinéma en disant que c'est une œuvre complètement originale. Jacqueline Audry, c'est le seul cinéaste qui parle du désir sexuel des femmes, et vous avez des scènes étonnantes, comme dans Mine, l'ingénue libertine, où vous avez des femmes qui parlent de la jouissance. De qu'est-ce que c'est qui est une scène incroyablement audacieuse. Elle a fait 2-3 films qui sont bien, un film formidable qui est Olivia, un truc qui est complètement bizarre, qui est un nanar bizarre, qui est La Caraque blonde, écrit par Paul Ricard, le créateur du pastis, qui a été scénariste dialoguiste. Paul Ricard, seul film avec Paul, malheureusement joué par sa maîtresse, qui était Tilda Tamar, qui était une actrice argentine, la bombe argentine, qui est à peu près, qui paraît aussi probable dans cet environnement que, je sais pas, Benoît XVI dans La Cage aux folles. C'est vraiment... mais non, mais Jacqueline Audry, c'est quelqu'un, et c'est vrai qu'elle était très, très, très... Or, elle dit tout à fait justement sa fierté d'avoir ouvert la carrière, parce qu'elle a fait 21 longs métrages, et la fierté d'avoir ouvert la voie à d'autres femmes qui la suivront, sans d'ailleurs en avoir la moindre reconnaissance. Agnès Varda, par exemple, viendra, mais que Jacqueline Audry est la première, et elle dit plus, je trouvais une interview d'elle où elle est très sympathique, elle dit si elle avait été un homme, elle aurait fait au moins 10 films de plus. Et que le fait. Donc oui, j'ai envie, je parle des femmes, mais je ne veux pas non plus faire, là encore, ça aurait été de dire, je parle d'un homme, on parle d'une femme. On voit dans le film, on voit ce qu'apportent des actrices comme Arletty, comme Darieux, il y a 2-3 moments, on le voit, il n'y a pas, c'est pas la peine vraiment de commenter ça. On voit aussi que certains metteurs en scène, moi j'insiste sur le féminisme de Becker, par exemple, qui en fait un cinéaste très rare à l'époque, parce que ces films sont profondément, profondément féministes, et chaque fois j'essaye de montrer que plusieurs sont écrits avec des femmes. François Giroud, Annette Wadman, écrivent des femmes. Donc j'essaye de mettre en rapport, je montre que tout le monde a oublié, que Landru de Chabrol était écrit par Françoise Sagan. Donc d'essayer de montrer la part créatrice aussi des femmes, ça c'est un de mes dadas, mais je ne voulais pas le faire, justement ça aurait été complètement d'essayer de dire, puisque vous avez Gabin, que vous ayez une femme, je pense qu'on lit dans le film tellement de trucs, il y a tellement d'extraits qui sont amoureux des femmes, Pierrot le fou, le mépris, là c'est des hymnes d'amour, la femme. C'est vraiment très, très, très visible. Avec cette anecdote quand même que moi j'adore, parce que j'étais là, je raconte aussi des choses dont j'ai été témoin. Le fait que Carlo Conti exige qu'on ajoute dans le mépris une scène supplémentaire où Bardot soit nu, c'est la scène d'introduction qui est devenue légendaire, qui n'est pas photographiée par Raoul Coutard. Non. Non, non. Elle est photographiée par Alain Levent. Oui.
Je vois tout le temps dans les trucs en disant l'admirable photo de Raoul Faudra. Non, cette scène est photographiée par Alain Levent, qui a fait d'ailleurs de plusieurs films de la Nouvelle Vague. Et cette scène qui est splendide, avec une musique de Delerue splendide, est coupée en Italie par donc le coproducteur italien qui l'a imposé en France. Ça, je trouve que c'est assez formidable, cette histoire, ce côté paradoxal. Et pour moi, j'aimerais qu'un jour on m'explique ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ces modifications sur ce film de Godard, comme ça, si substantielles, puisque même la musique, ce que je dis, la musique de Delerue a été refaite en Italie par Piero Piccioni. C'est un des rares cas, je crois que je connaisse, alors que maintenant la musique de Delerue est devenue une musique emblématique, une musique comme celle de Duhamel pour Pierrot le Fou. Alors, dernière question, il y a un autre acteur dont on a honneur dans les films, sont les salles. C'est les salles du cinéma. Oui, les salles où tu as vu et tu continues à voir les films. Oui, ben, j'essayais de demander. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de photos. Malheureusement, j'ai découvert une chose, que les exploitants de cinéma, contrairement aux notaires, contrairement aux avocats, contrairement même aux cinéastes, aux associations de réalisateurs qui gardent des archives, ils ont honte de leur travail. Il n'y a aucune. Dans les associations de salles de cinéma, ils n'ont rien comme document sur les salles qu'ils ont possédées, que leur père ou leur famille a possédées. Je les ai appelés, j'ai essayé de les trouver. Il y a une trentaine de salles dont alors, je passais mon temps à réenregistrer une nouvelle liste, parce qu'on n'avait pas de droit, on n'avait pas de photos, on ne pouvait pas les illustrer. J'ai jamais pu montrer le studio Obliado, j'ai jamais pu... Il y a énormément de salles, elles n'étaient pas photographiées. Les exploitants ne considéraient pas que ce qu'ils possédaient, leur patrimoine, était quelque chose qui méritait pourtant, certaines salles ont été classées, c'était des théâtres quelquefois qui étaient hérités de 1900. Donc j'ai pu grappiller quelques photos, mais c'est vrai qu'on voyait des films dans des conditions souvent de projection hasardeuse. Là, je monte un film de Luc Moulet qui est assez précis sur la chose. On était assis sur des fauteuils terribles. Et il y a toujours cette anecdote qui me fait de l'effet, donc je la raconte toujours, qui est que, ça c'était pas pendant un film français, c'était pendant le réveil de la sorcière rouge d'Édouard Ludwig. Il y avait la personne à côté de moi a ouvert une boîte de petits pois, avait un réchaud, allumé un réchaud, s'est fait cuire la boîte de petits pois et a mangé pendant le film la boîte de petits pois. Là, voilà. C'était un état, on peut dire qu'il y avait un côté pittoresque dans ces salles que maintenant il n'y a plus dans les multiplexes. Quoi. Je n'ai plus, en tous les cas, je n'ai plus jamais vu de gens manger de boîtes de petits pois. On mange du pop-corn, en revanche. Ça a été là, on peut se demander si c'est meilleur pour la santé. Oui, alors, moi je dois vraiment te remercier, Bertrand. Le film non seulement est magnifique, je trouve que c'est un acte politique, ton film. C'est important maintenant, on vit le grand passage d'un siècle à l'autre, d'un millénaire à l'autre, tout est en train de changer. C'est clair que l'aspect essentiel pour ceux qui s'occupent de la culture, c'est la transmission. Et apparemment, on est assez seul sur ça. Et je pense qu'un festival comme il Cinema Ritrovato fait exactement ça. La raison d'être, c'est transmettre. Et donc, je trouve que ton film, c'est vraiment un acte politique contre la politique d'aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. C'est une politique qui consiste en même temps, d'un côté, à faire un énorme numéro sur ce qu'on appelle l'identité nationale. Hein, tout ça pour essayer de recueillir les voix de l'extrême droite. Mais ne pas du tout se préoccuper de ce que finalement la culture fait partie de l'identité. Ça fait partie d'une carte d'identité.
et que on est payé pour le savoir, car avec Thierry Frémaux, quand on a voulu faire ce festival à Lyon, pendant des années, on a mis à peu près le même temps que j'ai mis pour arriver à obtenir le financement de mon film. Donc, face à des élus politiques qui nous disaient, de manière tout à fait méprisante, en somme, vous voulez revenir au ciné-club. Mais comme si le ciné-club était quelque chose de, je ne sais pas, d'horrible. C'était un truc passéiste, monstrueux, réactionnaire, légèrement, sans doute déviant. Et on essayait de leur expliquer, il y a toujours cette phrase de Borges, que j'adapte, puisque lui il parle surtout de romans, mais qui dit quand je découvre une œuvre, je commence par me demander si elle a suffisamment de qualité pour devenir classique. Quand je découvre une œuvre nouvelle. Donc la première chose, est-ce que ça va? Est-ce que quand vous découvrez un film, est-ce qu'il pourra devenir ce qu'on appelle un vieux film? Et je trouve que c'est vraiment intéressant ça. Et que finalement, notre festival prouve qu'on a 120 000 spectateurs en une semaine, parce que finalement, avec de la passion, on arrive à secouer les gens, on arrive à secouer des dogmes. Ces films n'intéressent personne, les gens ne veulent pas voir noir et blanc, les gens ne veulent pas voir de cinéma muet, les gens ne veulent pas voir ça. Ouais, tout ce que mais même je l'ai entendu sur mon film. Je l'ai entendu, pourquoi est-ce que vous... Mieux c'était, mais pourquoi est-ce que vous refusez de parler de cinéma à présent? Je me dis, mais parce qu'il y a déjà j'ai pas assez de 10 heures de parler de tout ce cinéma qui grouille de films formidables, passionnants, de personnalités étonnantes, et que ce que j'ai pu découvrir comme chose, ce que j'ai pu apprendre comme chose en faisant ce film, c'est énorme ce que j'ai appris. C'est-à-dire que c'est vraiment... il y a vraiment je crois qu'il y a à peu près... Sur une dizaine de cinéastes, j'ai découvert des choses très importantes, et j'ai découvert des cinéastes que je ne pensais pas inclure dans le voyage, et finalement je vais inclure. C'est donc... je trouve que c'est bien d'aller rechercher ça, et on s'aperçoit que tellement de films nous parlent au présent, qui nous parlent de « je vois un bout de Tony », c'est des gens qui essayent de passer, c'est des travailleurs étrangers qui essayent de passer la douane pour venir travailler en France. Je me dis, mais attendez, on est en train de vivre une situation analogue, là, en ce moment. Là, cette haine des étrangers qu'il y a à ce moment-là dans la France. On n'est pas en train de vivre cette histoire. Là, donc, je trouve... Bon, voilà, il en a marre pour que je m'arrête parce que j'ai tué la micro, à peu près comme, je ne sais plus, Jean Lebon avait tué 2 chevaux sous lui, moi j'ai tué 2 micros. Voilà. Oui. Merci. Grazie. On attend vite la suite. Ouais, je me mets à bosser, c'est ça.